Ces dernières semaines, j'ai lu 3 livres perturbants venant de 3 pays d'Europe différents dans le cadre de mon défi de lire un livre par pays d'Europe. Et je suis très heureuse de m'être lancé ce défi parce que je découvre des livres que je n'aurais pas lus autrement. Et parmi les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense qu'il y a un de mes livres préférés de 2025, donc je me réjouis de vous les présenter. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit point sur l'avancée de mon défi sous la forme d'une carte géographique. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant, mais je me suis dit que ça me motiverait et que ça me permettrait de voir le chemin parcouru, de représenter géographiquement les pays que j'ai visités par les livres. Voici donc la carte que j'ai réalisée. Sur cette carte, eh bien, vous voyez les pays d'Europe, et en vert, les pays que j'ai déjà visités par le biais d'un livre, et en orange, les pays qu'il me reste à visiter. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai la progression au fur et à mesure, ce sera un petit peu plus intéressant. Mais déjà, de voir les pays que j'ai déjà visités par la lecture, je trouve ça assez impressionnant, assez enthousiasmant, et ça me motive vraiment pour la suite. Je crois aussi que j'arrive très bientôt à la moitié de mon défi, c'est-à-dire que j'ai bientôt lu à peu près 25 livres sur les 50 ou 51 que je suis censée lire. Je suis un peu en retard sur le milieu de l'année, mais comme c'est l'été, je pense que j'ai la possibilité de lire plus. Donc j'ai encore confiance dans ma capacité à réussir ce défi. Alors, les livres maintenant que j'ai lus ces dernières semaines. C'est tout à fait un hasard, mais les livres que je vais vous présenter sont 3 livres perturbants, qui m'ont marqué, qui m'ont touché, qui m'ont fait me poser des questions. Et ce sont aussi 3 livres qui parlent d'une manière ou d'une autre de l'enfance. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que l'un d'eux, et c'est le livre polonais, est probablement le livre que j'ai préféré lire cette année, donc mon livre préféré pour 2025 jusqu'à maintenant. Je vous en parle dans quelques instants. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les ai lus, et fin juin, je suis partie littéralement en Belgique en voyage, et j'ai emporté avec moi un livre belge, d'une écrivaine belge. Il s'agit de Le Grand Menu de Corinne Hou. J'ai demandé à une amie belge qui m'a dit que ça se prononçait certainement Hou. Je ne sais pas si c'est correct. Ce livre a été écrit en français, et a été publié aux éditions de l'Olivier en 2001. Dans ce roman, nous sommes à hauteur des yeux et de la pensée d'une petite fille qui vit avec ses parents et qui décrit leurs habitudes, leurs relations d'une manière tout à fait innocente, naïve, enfantine. Mais nous, en tant que lecteurs, on se rend bien compte que ces habitudes, ces relations sont étranges, inhabituelles, voire toxiques et maltraitantes. Je vous avais averti que c'est un livre perturbant. À mon sens, il parle du pouvoir des parents à donner sens au monde à leur enfant. Et si ce sens n'est pas le sens commun, sain, eh bien ça peut être un sens tout à fait tordu, que l'enfant va pourtant accepter avec confiance, puisque ses parents sont les personnes qui lui donnent le sens du monde en priorité. En particulier lorsque cet enfant n'a pas beaucoup de contact avec le monde extérieur et qu'il est finalement confiné à la maison et dans le monde créé par ses parents. Ce n'est pas pour autant un roman violent au sens physique du terme, mais il y a évidemment une certaine violence psychologique, une certaine souffrance aussi, mais qui est plutôt dans l'esprit du lecteur que dans la narration elle-même, qui, comme je l'ai dit, est plutôt innocente, naïve, acceptante, si on veut, confiante de la petite fille. J'ai beaucoup aimé ce roman, je vous le recommande, il est très court, il se lit assez vite, mais si vous aimez comme moi l'inquiétante étrangeté, c'est un livre qui vous plaira. Je fais un parallèle avec un film que j'ai également beaucoup aimé, et qui s'appelle Canine, de Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos, il est devenu connu pour beaucoup d'autres films, mais l'un de ses films plus anciens, qui est en grec, s'appelle Canine, et déroule aussi d'une manière similaire, quoique beaucoup plus glauque et physiquement violente, enfin, un univers créé par des parents pour leurs enfants, et un univers complètement clos et complètement faux ou fou. Ou les deux. Si vous voulez faire un duo livre-film, ce sont 2 œuvres tout à fait différentes, mais dont le thème se rejoint. Petit problème technique, toutes les images que j'ai tournées pour la suite de cette vidéo sont inutilisables, donc je tourne la suite de la vidéo maintenant avec les 2 prochains livres que j'ai lus dans le cadre de mon tour d'Europe littéraire. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler s'intitule Mademoiselle Keaton et autres créatures. Il a été écrit par Teresa Colom, qui est de Andorre, et il a été traduit du catalan par Claude Bletton et publié par Actes Sud en 2020. J'ai eu un peu de peine à trouver un livre qui correspondait à mes critères pour Andorre. Comme vous savez, Andorre est un très petit pays, et il y a peu de textes ou de romans qui sont traduits du catalan d'Andorre, spécifiquement. Mais j'ai trouvé ce livre, qui ne parle malheureusement pas particulièrement du pays d'Andorre, mais qui regroupe plusieurs nouvelles que j'ai trouvées intéressantes et, comme je l'ai dit précédemment,
perturbante. Je dois commencer par vous avertir que la plupart des nouvelles dans ce recueil parlent de la mort d'un enfant. Donc si c'est un sujet qui vous pose problème, qui vous dérange ou dont vous n'avez pas envie d'entendre parler, je vous suggère de ne pas lire ce livre. Je dois dire que pour moi c'était une lecture assez intense, assez émotionnelle, surtout sachant que j'ai un petit enfant de 1 an et demi. Mais ce n'est pas non plus un recueil triste ou pathétique. Je dirais que ce qui m'a principalement intéressée dans ces nouvelles, c'est l'imagination de l'autrice, donc Teresa Colom. Une imagination qui amène à construire des personnages et des situations tout à fait étonnantes, ou en tout cas auxquelles je n'aurais pas moi-même pensé, ce qui était un voyage intéressant. Parmi ces nouvelles, on suit par exemple la vie d'une petite fille qui vieillit trop vite. On suit également un petit garçon qui est né avec une patte de cochon à la place d'une main, ou encore un enfant qui est né sous la terre à la manière d'un bulbe de tulipe. On rencontre également une petite fille qui semble être faite pour vivre dans l'eau et non sur la terre, ou encore un enfant qui ne survit que dans le froid le plus extrême. Ces nouvelles tendent donc plutôt vers le fantastique et se penchent sur des existences différentes, inhabituelles, marginales, et aussi sur les parents de ces enfants qui ont une particularité. Le chat qui fait des bêtises. Et au-delà des enfants, c'est surtout aussi le point de vue des parents que Teresa Colom décrit et met en scène. Ces parents donc qui font face à une progéniture étonnante dont l'existence sera malheureusement très courte. Si vous aimez le bizarre et que vous n'avez pas peur d'entendre parler de la mort, je vous recommande ce recueil de Teresa Colom qui nous vient donc d'Andorre. On en arrive à ce texte que je vous ai annoncé comme étant probablement le meilleur livre que j'ai lu en 2025 jusqu'à maintenant. Il s'agit de Nourrir la pierre qui nous vient de Pologne et écrit par Bronka Nowicka, que je prononce probablement faux. Il a été traduit du polonais par Cécile Bosianowski et publié aux éditions Corti en 2023. C'est donc un livre assez récent. Comme vous voyez aussi, c'est un livre très fin, très mince. Je mentionne aussi la couverture que je trouve très belle dans ce papier un peu satiné, bronze. Peut-être un peu la couleur de la pierre dans Nourrir la pierre, mais cette pierre à laquelle on a ajouté une qualité particulière. Nourrir la pierre, c'est un texte qu'on pourrait qualifier de poésie en prose. Il s'agit encore une fois d'un texte qui s'intéresse à un enfant, et cette fois un enfant qui vit avec ses 2 parents, sa grand-mère et son arrière-grand-mère dans un appartement, probablement en Pologne. Ce qui nous intéresse, c'est que cet enfant perçoit le monde, en particulier à travers les sensations, et notamment à travers les objets qu'elle rencontre, qui forment chacun un chapitre du livre. Parmi ces chapitres, on trouve les collants, le peigne, la petite cuillère, la pierre, la boîte, les boutons, etc. Et donc on va découvrir le quotidien de cet enfant et de sa famille assez étrange à travers les objets de leur vie quotidienne. À partir de ces objets inertes se dévoilent les relations familiales, la personnalité de chacun des membres de la famille, mais révèle aussi l'état de solitude profond dans lequel se trouve l'enfant qui nous narre son point de vue sur le monde. Cette solitude, elle s'illustre dans la pierre, la fameuse pierre du titre du livre, puisque cette pierre est finalement l'être, entre guillemets, pour lequel cet enfant a le plus d'affection et dans lequel cet enfant prend soin. Donc même si chaque chapitre est dédié à un objet, la relation de l'enfant à cette pierre forme une sorte de fil rouge tout au long du texte et devient finalement une relation émouvante, touchante, malgré son étrangeté. Comme vous l'avez compris, je vous recommande vivement ce livre. C'est un très court texte qui vaut la peine d'être lu, ne serait-ce que pour sa narration poétique particulière. C'est un texte qui a reçu le prix littéraire polonais Niké en 2016. Voilà, j'ai réussi à venir au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous ont plu ou non, ou si vous avez d'autres recommandations de livres pour ces mêmes pays ou pour d'autres pays d'Europe que j'aurais visités ou pas encore visités. Il en reste quelques-uns. Je vous retrouve bientôt avec la suite de mes aventures.